Surtout, alors là, dans les grandes applications, parce que là, une application, elle contiendra des centaines, voire des milliers de fonctions. Là, on a pris juste un exemple de fonction et pour laquelle il fallait trouver 14 jeux de test pour dire c'est bon, on est sûr qu'il n'y a pas de défaut. Et sur les développeurs les plus expérimentés n'ont pu trouver que 7,8 de ces tests. Alors que ça, mais si on regarde la réalité du terrain, on se rend compte que beaucoup d'entreprises sous-estiment cette phase des tests et on les affecte à des gens, des jeunes diplômés, c'est-à-dire sans expérience. Alors, si je me dis, les développeurs expérimentés n'ont pu trouver que 7,8 sur les 14 tests nécessaires pour dire que notre programme est correct, il n'y a pas de défaut. Imaginons le nombre de tests que peut trouver le jeune diplômé. Donc, quand on vous dit 50% des startups échouent à cause de trop grand nombre de bugs, mauvaise campagne de tests, maintenance difficile et pas de non-régression. La non-régression, alors le terme régression, c'est le contraire de avancée. Donc, la régression, c'est le contraire de l'avancée. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer une régression? C'est le fait, par exemple, que j'écris un programme, je le teste, je le stabilise, on enlève les défauts, il fonctionne correctement. Suite à une modification ou un changement, c'est-à-dire le fait que j'ai touché au code, je peux créer de nouveaux bugs qui n'existaient pas. C'est ce qu'on appelle une régression. D'ailleurs, rappelez-vous en GL2, c'est ce qui a motivé, par exemple, les design patterns, l'utilisation des design patterns, l'utilisation des principes solides et autres, pour dire comment je peux écrire un code qui, pour certaines modifications, on n'a pas besoin de toucher au code source déjà existant parce qu'on sait que toucher le code source peut créer de nouveaux bugs. C'est ce qu'on appelle une régression. Donc, la problématique avec les tests, c'est que ce n'est pas intuitif. C'est très difficile de trouver les bons tests. Pourquoi? Parce que en réalité, le nombre de jeux de tests que je peux appliquer sur un programme, il est infini. Je ne peux pas tester éternellement. Donc, je dois sélectionner certains jeux de tests qui augmentent la probabilité de détecter les défauts dans un logiciel. Et si je n'arrive pas à trouver les bons jeux de test, ben, le risque qu'il y ait toujours des défauts dans mon logiciel, il est important. Sachant que, donc déjà, les tests ne sont pas intuitifs, ils ne sont pas faciles à trouver, et j'ai des contraintes qui m'obligent à réduire les coûts des tests ou le temps passé à faire des tests tout en augmentant la confiance du logiciel, la confiance du client dans le logiciel développé. Donc, ces deux problématiques font que on ne peut pas tester de façon intuitive. On doit définir des méthodes de test et on va les voir par la suite. Donc, on vous dit le coût des tests dans le développement, la maintenance, pas les tests. La maintenance, on dit souvent que ça représente 80% du coût global parce que on implémente, on définit, on trouve alors d'abord des défauts, il peut y avoir du changement, etc. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de réduire la part des tests ou en tous les cas, s'assurer que nos tests sont efficaces, c'est-à-dire ils nous permettent de détecter le maximum de défauts qu'on a injectés. Alors, là, ça nous demande, c'est-à-dire se dire que les tests ne sont pas intuitifs, qu'ils doivent être choisis de façon à maximiser la détection des défauts. Ça nous ramène à quelque chose parce que quand on parle de tests, on a tendance à penser au code source seulement. Alors on va vous dire, un logiciel, ce n'est pas seulement du code source. C'est des besoins exprimés par le client, c'est de la gestion de projet, c'est une spécification, une conception fonctionnelle et architecturale, du code source, un exécutable, etc. Donc, lorsqu'on développe une solution logicielle, il ne suffit pas de vérifier le code source. Je ne sais pas si j'ai le souvenir de vous avoir présenté, normalement je vous ai présenté un slide
en GL2 où on définissait, on disait que les défauts injectés, ils ne sont pas juste injectés lors de l'implémentation, ils sont injectés lors du recueil des besoins, lors de la spécification, lors de la conception architecturale et détaillée. Vous vous rappelez de ce slide? Je vais essayer de le retrouver. Donc, j'arrête le partage. Je vais essayer de le retrouver pour... alors, je vais essayer de retrouver le fichier, le slide. D'accord? Pour que je puisse... Alors, est-ce que c'est celui-là? Je vais vérifier. Deux minutes, d'accord? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il était ici peut-être? Non. Voilà. Alors, je recommence le partage. On va partager. Je vous présente rapidement un slide et ensuite on revient. Mais on revient à notre cours. C'est juste pour vous rappeler, parce que je suis sûre que je l'ai présenté. Hum, Voilà, voilà. Donc, si vous regardez ce slide, donc vous voyez bien que les défauts, ils sont injectés, que ce soit lors du recueil des exigences, lors de la spécification, lors de la conception architecturale ou préliminaire, lors de la conception détaillée. Et si vous regardez bien, à peu près 50% des défauts injectés dans le logiciel se fait lors du recueil et analyse des besoins. C'est ce qu'ils appellent exigence du client, spécification des besoins. Recueil, analyse des besoins, on a déjà injecté près de 50% des défauts. Et alors 50 plus 20, 70% des défauts sont injectés avant même qu'on commence à coder. Et dans le codage, on injecte un peu plus de 10%, c'est 11,7 de défauts. Donc, les défauts ne sont pas seulement injectés lors de la programmation. Et il y a tout un travail pour l'identification. L'idée, c'est que au lieu d'attendre, bien sûr, si on n'identifie pas les défauts avant, donc avant de commencer le codage, lors du codage,
Alors, si on n'identifie pas, bon, on va pas, c'est pas l'ordre du. Donc, si on n'identifie pas les défauts, on va trouver beaucoup de défauts une fois qu'on a terminé l'implémentation. Il est vrai que ce module GL3 ne s'intéressera pas beaucoup à comment on va voir peut-être même pas un chapitre, un paragraphe dans le chapitre suivant de comment identifier les défauts qui ont été injectés avant le codage. Le module GL3 s'intéressera particulièrement à identifier les défauts injectés dans le code source. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer le périmètre du module par rapport à l'identification des défauts tout le long du cycle de vie d'un processus. Donc, l'identification des défauts devrait se faire tout le long du cycle de vie, mais nous, on ne va s'intéresser que à l'identification des défauts à partir des codes sources. Ça ne veut pas dire qu'on va identifier les erreurs de programmation, ça veut dire qu'on va pouvoir identifier, y compris les défauts qui ont été injectés avant dans le recueil des besoins, dans l'analyse, on va pouvoir les identifier une fois que le codage a été terminé. D'accord? Donc, je reviens maintenant à mon cours. J'arrête le partage ici. Ok. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, même si le logiciel, c'est des besoins qu'on doit vérifier, c'est une gestion de projet, une spécification, une conception du code source, euh, le périmètre de ce module GL3 se limitera à l'étude du code source, d'accord? Ou à l'identification des défauts dans les codes sources, sachant que ce n'est pas la seule étape du cycle de vie où on doit identifier les défauts injectés dans un logiciel. Alors, c'est quoi tester? C'est essayer de voir si ça marche. C'est-à-dire, donc, essayer de voir si ça marche. Comment? On doit voir d'abord, on doit savoir pourquoi on a implémenté, par exemple, une fonction ou un programme, comment ça marche, qu'est-ce qu'on est censé avoir comme résultat. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? On a vu tout à l'heure que un des challenges était d'identifier ce qu'on doit tester. Que faut-il regarder? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qu'on peut voir ou qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? On verra tout à l'heure cette histoire de qu'est-ce qui est visible nous définira deux familles de tests, les tests fonctionnels et les tests structurels. Qu'est-ce qui devrait marcher? Identifier une erreur, diagnostiquer l'erreur, catégoriser l'erreur. Parce que quand on va tester, on va trouver par exemple beaucoup de défauts dans notre solution. Donc, oui, il faut les corriger. Mais avant de les corriger, il faut définir la cause, diagnostiquer pourquoi cette erreur. Donc, revenir au code source ou revenir à notre documentation, analyse des besoins, conception, revenir et chercher l'erreur pour pouvoir la corriger. En plus, il y a un deuxième point, c'est que les défauts peuvent être, par exemple, graves, ils peuvent être bloquants, ils peuvent être mineurs. On doit les catégoriser pour définir l'ordre de priorité de les traiter. Je déploie une solution chez un client, il a trouvé beaucoup de défauts. Il me demande de les traiter et il a des délais, on doit commencer la solution. Donc, on identifie par exemple ce qu'on appelle des bugs bloquants, on les traite en priorité. Ensuite, on pourrait revenir à d'autres
bug, par exemple. Donc, il y a beaucoup. Donc, le test, si on utilise une définition informelle, c'est analyser, exécuter un programme dans le but de trouver des erreurs. Donc, l'objectif des tests n'est pas de prouver que notre logiciel ne contient pas de défauts, c'est de chercher les défauts. Donc, lorsque je définis un jeu de test, mon objectif, c'est de trouver un défaut. Pour prouver qu'un logiciel ne contient pas de défauts, il faut que je teste tous les cas possibles. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir un nombre infini de tests possibles. Donc, l'objectif du test, j'insiste sur le fait que l'objectif du test n'est pas de prouver que notre logiciel ne contient pas de défauts, mais de trouver les défauts. Donc, on va essayer, en utilisant le logiciel, de chercher les défauts. Donc, il permet aussi de vérifier qu'il répond aux exigences du client. Donc, je m'assure que toutes les fonctionnalités ou tous les besoins exprimés par le client ont été pris en charge par la solution qu'on propose. Donc, on va trouver beaucoup de définitions liées au test. Donc, tester un logiciel consiste à l'exécution en ayant la totale maîtrise des données qui lui sont fournies en entrée, tout en vérifiant que le comportement est celui attendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le test peut être, alors une des façons de tester, c'est que je définis des données de test. Pour les données de test, je connais le résultat attendu, c'est-à-dire normalement si j'injecte telle et telle valeur, voilà le résultat que je suis censé avoir. Donc ça, j'injecte les données, je regarde les résultats obtenus. S'il est égal au résultat prévu, c'est-à-dire ce que j'aurais dû trouver, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que mon logiciel fonctionne correctement. Par contre, si je trouve que le résultat obtenu est différent de ce que j'aurais dû obtenir, là, je peux dire qu'il y a un défaut et il faut le corriger. Donc, on a d'autres définitions. Le test, c'est l'exécution, l'évaluation d'un système ou d'un composant par des moyens automatiques ou manuels. Là, on voit que les tests, ils peuvent être manuels. Donc, je suis un utilisateur humain. J'injecte des jeux de test et je compare le résultat obtenu, par exemple, par rapport au résultat prévu. Ou automatique. Donc, les tests automatiques, ça va faire l'objet de votre TP qui, je pense, va commencer la semaine prochaine. Je vous confirme. Mais normalement, vous allez commencer le TP GL3 la semaine prochaine. Donc, vous avez l'assistante de TP qui va vous contacter. Je vais lui donner le mail de la déléguée, elle va vous contacter pour que vous puissiez... Est-ce qu'on vous a affiché... est-ce que l'emploi du temps qu'on vous a donné contient les TP ou juste les TD? J'ai pas fait attention. Il contient les TP. Très bien. Donc, on peut les commencer. OK. Donc, je vais contacter votre assistante de TP. Elle va vous programmer probablement le début des TP la semaine prochaine. Donc, on avait dit ils peuvent être manuels ou automatiques pour vérifier qu'ils répondent aux spécifications et identifier les différences entre le résultat attendu et le résultat obtenu. Donc, c'est toujours exécuter le programme dans l'intention de trouver des anomalies ou des défauts. Donc, l'objectif n'est pas de prouver que le programme est correct, mais trouver les anomalies. C'est-à-dire que je cherche des jeux de test qui peuvent m'aider à trouver une anomalie plutôt que de chercher un jeu de test qui me prouve que c'est correct. Ce n'est pas la même intention. Donc, on a beaucoup de terminologie liée au test, processus de test, cas de test, objectif de test, scénario de test, stratégie de test. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on teste? Donc, quelles sont les propriétés qu'on teste? La fonctionnalité, c'est-à-dire que est-ce que la fonctionnalité que j'ai développée répond aux besoins fonctionnels exprimés par le client? Et je teste aussi les besoins non fonctionnels. Sécurité, intégrité, utilisabilité, cohérence, maintenabilité, efficacité, robustesse, sûreté de fonctionnement, etc. D'accord? Donc, je teste aussi bien les besoins fonctionnels que les besoins non fonctionnels qui ont été exprimés par le client. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je teste. Maintenant, après, comment je teste? On a principalement deux types de tests, les tests structurels et les tests fonctionnels.
Les tests structurels, appelés aussi boîte blanche, donc c'est des tests où j'ai accès au code source, c'est-à-dire j'ai le code source, pas l'exécutable. J'ai accès au code source et je peux définir mes jeux de test en m'appuyant sur le fait que j'ai accès au code source. Et dans les tests structurels, on a deux types de tests. Les tests structurels, ils peuvent être statiques ou dynamiques. Dynamique veut dire je définis des jeux de test, ensuite j'exécute le programme. Bien sûr, quand je définis les jeux de un jeu de test, par exemple, je sais ce qu'il doit me donner comme résultat. Donc, pour chaque donnée de test que j'ai identifiée, ou jeu de test, je connais le résultat prévu. J'exécute mon programme et je compare le résultat obtenu au résultat prévu. Donc, un test dynamique veut dire que j'exécute le programme pour chercher le défaut. Comment les tests... Alors, les tests fonctionnels, ou alors je commence par les tests fonctionnels, c'est plus clair et plus simple et on revient aux tests structurels. Les tests fonctionnels, on les appelle boîtes noires. Ils sont toujours dynamiques. Boîte noire, ça veut dire j'ai pas accès au code source, j'ai juste l'exécutable. Donc, comment j'ai identifié les défauts? À partir de la spécification, donc à partir de ma spécification ou de mon document de recueil d'analyse des besoins, j'identifie des jeux de test. Bien sûr, je connais le résultat prévu pour ces jeux de test, j'exécute mon programme, ensuite je compare le résultat obtenu au résultat prévu. S'ils sont différents, je peux dire qu'il y a un défaut dans mon programme. Madame, donc, un test dynamique, oui. Madame, pouvez-vous expliquer clairement c'est quoi un jeu de test? Un jeu de test Alors, je vous donne un exemple très définir le jeu de simple. test à partir de l'exigence fonctionnelle et tout. D'accord. Alors, je vous donne un exemple très simple. Je veux écrire un programme qui me calcule le factoriel d'un nombre. D'accord? Je Oui, veux madame. écrire une méthode qui me calcule le factoriel d'un nombre. Donc, le jeu de test que je vais injecter, moi, je donne un entier et en sortie, j'aurai un entier. Donc, ce que j'appelle jeu de test, c'est les valeurs que je donnerai à mes inputs. Si je donne la valeur 2 en entrée, donc mon 2 sera mon jeu de test ou ma donnée de test, si vous voulez. Ma donnée de test. Donc, je teste avec la valeur 2 et en sortie, si j'obtiens 2, je ne peux rien dire. Si j'obtiens 1 ou 3, je dis que le programme que j'ai écrit ne fonctionne pas correctement. D'accord? Donc, même chose, je prends un autre programme qui me calcule maintenant le produit, la multiplication ou le produit de deux entiers. Donc, en entrée, j'ai X et Y, en sortie, j'ai la sortie qui peut être Z. D'accord? Donc, ma donnée de test, ça va être 2, 3. X aura la valeur 2, Y aura la valeur 3. En sortie, je suis censée avoir la valeur 6. Si j'ai la valeur 6, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que mon programme ne contient pas d'erreur. Et si j'ai une valeur 7 ou 5 ou autre, là, je dis mon programme contient un défaut, il faut le corriger. Donc, c'est ce que j'appelle données de test. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame. Madame, mais est-ce que quand même les programmes ont des jeux de test à entrée pour tester? Non, non, non. Mais tous les tests, on a plusieurs types de tests parce que on verra après qu'on a trois types de tests. Là, je parle des tests unitaires pour l'instant, mais on va voir par la suite les autres types de tests et comment les faire. Je vous donne un exemple. Je suis en train de donner des exemples simples de tests unitaires, mais on n'est pas toujours dans les tests unitaires. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai des inputs au départ, j'exécute mon programme, je suis censé avoir des outputs en sortie. Les outputs en sortie devraient être conformes aux outputs prévus par rapport aux inputs que j'avais au départ. Donc, c'est ce que j'appelle un
un test dynamique, c'est-à-dire je dois exécuter le programme pour trouver des défauts. Et si j'ai pas accès au code source, donc les tests fonctionnels où on n'a pas le code source, on a juste l'exécutable, il est clair qu'il ne peut être que dynamique, c'est-à-dire j'ai des valeurs en entrée, j'exécute mon programme et je vérifie si le résultat correspond à ce que j'aurais dû avoir comme résultat. Jusque-là, c'est bon? Oui, madame. Après, je reviendrai avec les exemples concrets, hein, c'est-à-dire il faut juste comprendre comment ça fonctionne en général. Pour les tests structurels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le code source. J'ai le code source. Donc, et on vous dit, les tests structurels, ils peuvent être statiques ou dynamiques. On commence par dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi? Je dois exécuter le programme pour voir s'il y a des défauts. Comment? Je vais étudier, non pas la spécification, je vais étudier le code source que j'ai pour trouver les données de test à utiliser pour tester mon programme. Ou mon input pour tester mon programme. Donc, je vais prendre à partir du code source, je vais analyser le code source pour trouver des données de test. Et lorsque je trouverai les données de test, je vais exécuter le programme. Et bien sûr, je vais voir est-ce que le résultat obtenu correspond à ce que j'aurais dû avoir. Donc ça, c'est les tests structurels statiques. Les tests structurels, dynamiques. Les tests structurels statiques, ça veut dire que je n'exécute pas le programme. Donc, je dois trouver les défauts sans exécuter le programme. Une des techniques, c'est la lecture du code. Je prends le code. C'est comme vous faites, par exemple, si on avait pu faire l'examen de TP GL2 en S1, et on l'avait planifié, on l'aurait fait à la salle de conférence, vous auriez fait le travail sur une feuille, et moi, j'aurais lu votre code source pour trouver les défauts. En fait, j'aurais déroulé le programme mentalement, pas sur une machine. D'accord? Donc, pour tester le programme, on a deux façons de faire. Soit on a accès au code source et on appelle ça les tests structurels, soit on n'a pas accès au code source, on a juste l'exécutable et on appelle ça les tests fonctionnels. Donc, pour les tests fonctionnels, ils sont toujours dynamiques parce qu'un test dynamique veut dire j'ai des données de test, j'exécute le programme, je compare le résultat obtenu par rapport au résultat prévu. Pour les tests structurels et bien sûr pour les tests fonctionnels, je déduis ou je trouve les données de test à partir de la spécification. Par contre, pour les tests structurels, ils peuvent être dynamiques ou statiques. Dynamique, encore une fois, veut dire je dois trouver des données de test, exécuter le programme, comparer le résultat trouvé par rapport obtenu par rapport au résultat prévu. Sauf que là, je ne définis pas les jeux de test par rapport à la spécification, mais par rapport au code source que j'ai. Les tests structurels statiques, par contre, je n'exécute pas le programme. Je n'ai pas besoin de données de test pour trouver les défauts. Je fais, parmi les techniques qui existent, on a la relecture, c'est-à-dire je prends le code, je le lis et j'essaie de trouver les défauts. Après, on va voir les techniques. C'est-à-dire qu'on aura tout un chapitre sur les tests structurels, tout un chapitre sur les tests fonctionnels, sur les techniques de comment les faire. Il y en a beaucoup, on ne va pas pouvoir toutes les voir, on va voir certaines techniques de tests structurels et de tests fonctionnels. D'accord? Gardez juste à l'esprit que les tests structurels veut dire j'ai accès au code source et les tests fonctionnels, je n'ai pas accès au code source, j'ai juste accès à l'exécutable. Alors, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que je fais des tests fonctionnels ou des tests structurels? Avant de commencer, alors j'aurais dû peut-être vous expliquer quelque chose. La stratégie de test, c'est un document de haut niveau définissant pour un programme les tests à exécuter. Donc, dans la stratégie de test, on va définir est-ce que je vais faire des tests structurels? D'abord, qu'est-ce que je dois tester? On va définir aussi est-ce que je dois faire des tests structurels ou des tests fonctionnels et généralement, c'est les deux. Après, pour les tests fonctionnels, quelles sont les techniques que je vais utiliser? Pour les tests structurels, même chose. Donc, c'est ce que j'appellerais stratégie de test pour notre programme. Donc, déjà, on définit ce qui doit être testé.
on définit. الحاجه اللي كاينه في هذا الاسبيراتور فيه دو فيلتر تعيشوا نشوفوا واش تبت لي تشوكيت البنات تدخلوا تلقاو الاستماره عمرهم الكوردوني S'il vous plaît, vous pouvez mettre votre micro off. C'est bon? Je peux continuer? J'espère que c'est pas le mien, hein. J'ai pas mis le TikTok. Donc, je disais, maintenant la question, est-ce que je fais des tests structurels seulement ou des tests fonctionnels seulement? On va voir que il faut les deux. Donc, on vous dit, les tests fonctionnels et structurels sont utilisés de façon complémentaire. Donc, d'abord, les tests fonctionnels, on les utilise souvent pour s'assurer que le client, qu'on a répondu aux besoins du client. C'est-à-dire que d'un point de vue fonctionnel, le client, on a déployé la solution chez lui ou même chez nous, on peut le faire. On va prendre le logiciel sans regarder le code source, puisqu'on n'a pas, sans avoir accès, et on va dire besoin 1. Voilà les données en entrée ou le scénario de test. On va voir après ce que veut dire scénario de test, qu'on va. Alors, on va discuter maintenant. Scénario de test. Un document. Un document spécifiant la séquence d'action pour l'exécution d'un cas de test. D'accord? Alors, le cas de test, un ensemble de valeurs d'entrée, données de test, de préconditions d'exécution, de résultats obtenus, de post-conditions d'exécution développées pour un objectif particulier tel que exécuter un chemin donné d'un programme ou vérifier le respect d'une exigence spécifique. Donc, tout ça pour vous dire que un cas de test, appelé aussi données de test, c'est les valeurs qu'on doit utiliser. Le scénario de test me dit les étapes à suivre parce qu'on n'a pas que des tests où je teste des fonctions. Donc, on rediscuterait ces points par la suite. Maintenant, on avait dit que les tests pouvaient être fonctionnels et structurels. Donc, si je prends par exemple, mon document de recueil ou de spécification des besoins, j'ai des besoins qui ont été codifiés, listés. Je les prends un à un et je dis, pour tester ce besoin, voilà ce qu'on doit faire. On doit avoir telle donnée en entrée, on doit faire les étapes suivantes. Donc, c'est ce qu'on appelle un scénario de test. Et à la fin, on est censé obtenir ce résultat. Donc, ça peut m'aider à m'assurer que les besoins fonctionnels ont été respectés ou pas. Mais, imaginons maintenant, on vous dit, imaginons le programme suivant. Donc, on vous dit, j'ai un programme qui calcule par exemple la somme de deux entiers. Regardez le code source. If x égale 600, y égale 500, alors somme égale x moins y, else somme égale x plus y. Vous êtes d'accord que si je n'ai pas accès au code source, toutes les valeurs que je vais tester, à part x égale 600 et y égale 500, me diront que le programme est correct et effectivement, il calcule la somme de deux entiers. Ce n'est que en analysant le code source que je vais trouver que si j'utilise x égale 600 et y égale 500, je vais identifier un défaut qui est dans mon programme. Donc, pour une donnée de test qui est x égale 600 et y égale 500, je peux trouver un défaut. Donc, tout ça pour dire que les tests fonctionnels et les tests structurels sont généralement complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour tester notre programme. À nous maintenant de définir l'étendue de chaque type de test. C'est-à-dire d'abord les outils, les techniques à utiliser pour chaque type de test et le périmètre à appliquer pour chaque type de test. Donc, on vous dit en examinant ce qui a été réalisé, on ne prend pas forcément en compte ce qui aurait dû être fait. Donc, les approches fonctionnelles détectent plus facilement les erreurs d'omission ou de spécification. C'est-à-dire que j'exécute mon programme, je peux facilement trouver si j'ai oublié un besoin, si j'ai mal compris un besoin. Mais les approches structurelles, elles détectent plus facilement les erreurs commises, par exemple, dans la codification.
j'ai écrit un programme qui ne respecte pas forcément le besoin fonctionnel ou la spécification exprimée. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que les deux étaient complémentaires. Donc, un test exhaustif est en général impossible. Ça veut dire quoi, exhaustif? Ça veut dire que je liste tous les cas possibles de test. Je reprends juste l'exemple de la somme de deux entiers. La somme de deux entiers. Quel est le nombre de tests si je devais tester tous les cas possibles? C'est-à-dire, je n'ai pas accès au code source. Si je devais tester tous les cas possibles avant de dire que mon programme est correct ou ma fonction somme est correcte. Quel est le nombre de jeux de test nécessaires pour dire que ce programme est, ou pas nécessaire, possible, pour dire que ce programme est correct? Peut-être infini. Exactement. Exactement. Parce que X est un entier, donc c'est un ensemble infini. Y est un entier, donc c'est un ensemble infini. Le produit cartésien donnera un ensemble infini. Donc, les tests exhaustifs est généralement impossible. Donc, les tests fonctionnels, l'ensemble des données était en général infini ou de très grande taille. Donc, on vous dit un logiciel avec 5 entrées analogiques sur 8 bits admet 240 valeurs différentes en entrée. C'est-à-dire, si je prends, j'ai 8 bits avec des valeurs 0, 1, j'ai 240 valeurs différentes, combinaisons différentes à tester. Pour les tests structurels, même chose, ça va être la même chose. Hein. Je sais, on n'a pas encore vu des termes tels que graphe de flow de contrôle, on va les voir par la suite, mais ça veut juste dire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre infini de jeux de tests. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout tester. Et c'est pour ça qu'on vous dit le test est une méthode de vérification partielle. Pourquoi partielle? Parce que on ne peut pas tester tous les cas possibles. Et d'ailleurs, on ne peut pas garantir avec les tests qu'on va voir, garantir au client qu'il y a zéro défaut. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut essayer d'éliminer le maximum de défauts, pas de façon intuitive, en utilisant des techniques qui augmentent des techniques qui nous permettent de définir des données de test qui augmentent nos chances de trouver des défauts. Donc, la qualité du test dépend de la pertinence des choix des données de test. Si c'est-à-dire, ça dépendra de la qualité des données de test. Donc, on va voir que pour les tests dynamiques, en tous les cas où il faut tester, qu'ils soient structurels ou fonctionnels, le challenge, c'est de trouver les bonnes données de test qui peuvent trouver des défauts. Et c'est ce qu'on va voir dans les chapitres 2 et 3, tests structurels et tests fonctionnels. Quelles sont les techniques qui nous permettent de trouver des données de test qui augmentent nos chances de trouver des défauts? Alors, aussi, on vous dit aussi la difficulté des tests, c'est d'ordre psychologique ou culturel, parce que on vous dit le test est un processus destructif. Pourquoi? Parce que son objectif est de trouver un défaut. C'est pas de montrer que la fonction fonctionne. Une bonne donnée de test est un test qui trouve une erreur, alors que l'activité de programmation est un processus constructif. Donc, on cherche à établir des résultats corrects. Donc, le fait que notre objectif n'est pas est de trouver l'erreur, donc c'est un peu, on vous dit, c'est contraire à notre intuition de vouloir faire quelque chose qui marche et non pas prouver que quelque chose ne marche pas. Les erreurs peuvent être dues à des incompréhensions de spécification ou de mauvais choix d'implémentation. Les défauts injectés dans le logiciel ne sont pas seulement dus à des erreurs de programmation ou à des. On avait dit qu'on pouvait injecter des défauts tout le long. Qu'est-ce qui
Désolée, il y a eu une coupure Internet. Donc, on disait que, alors, on vous dit l'activité de test. Allô, vous m'entendez? Oui, Allô, allô. Très bien. oui. Donc, l'activité de test. Oui, madame. Alors, l'activité de test s'inscrit dans le contrôle qualité indépendant du développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu tout à l'heure, quand j'avais demandé pourquoi les tests, vous m'avez parlé de qualité. Effectivement, je voudrais juste recadrer, si vous voulez, le processus de développement de logiciel. Donc, pour développer un logiciel, on avait dit qu'on a un processus de développement qui est recueil, analyse des besoins, conception, implémentation, etc. D'accord? Normalement, ça, c'est le processus de développement. Maintenant, pour développer un logiciel, donc j'avais dit développer un logiciel est un projet. Donc, on doit appliquer les techniques de gestion de projet pour réaliser notre logiciel. Maintenant, si on regarde les axes de gestion de projet, on a plusieurs aspects. Le périmètre du projet, les délais du projet, les coûts du projet, les risques du projet et la qualité du projet. Donc, un des axes de gestion de projet, c'est la qualité dans le projet. La qualité se divise en deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'assurance qualité et le contrôle qualité. L'assurance qualité, son objectif, c'est de définir notre méthodologie de travail et de s'assurer que nous sommes en train de suivre cette méthodologie de travail. Donc, si je définis mon processus de développement, je dois le documenter et m'assurer que je développe le logiciel exactement tel qu'on a documenté notre process. Le contrôle qualité, sans rentrer dans le détail, hein, le contrôle qualité, c'est de se dire, bon, c'est vrai que j'ai défini une méthodologie de travail, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des défauts qui ont été injectés. Alors, le travail du contrôle de qualité, c'est d'identifier les défauts qui ont été injectés dans un produit, dans les livrables du projet. D'accord? Donc, et le test, c'est pour ça qu'on vous dit le test s'inscrit dans le contrôle qualité. Parce que l'objectif est d'identifier les défauts injectés dans un livrable du projet. Pour développer un logiciel, les livrables du projet, ça va être le code source, bien sûr, mais toute la documentation, document de recueil des besoins, la spécification, document de conception, manuel d'utilisation, etc., etc. D'accord? Donc, l'objectif, l'activité de test, on avait dit, elle s'inscrit dans le contrôle qualité. Alors, les tests respectent certains principes. Donc, on vous dit l'indépendance. Normalement, le programmeur ne devrait pas être celui qui teste ses propres programmes. C'est-à-dire qu'il faut un regard externe pour pouvoir trouver les défauts. La paranoïa. Ne pas faire les tests en pensant qu'aucune erreur ne sera trouvée. L'idée, la paranoïa, c'est vous encourager à faire des jeux de tests qui peuvent trouver les défauts. C'est de se dire, enfin, paranoïa, c'est un peu exagéré. Pour dire, il faut toujours se dire, je suis sûr qu'il y a un défaut, il faut que je le trouve. Il faut que je trouve la bonne donnée de test pour trouver mon défaut. Et non pas partir du principe que il n'y a certainement pas de défaut. Donc, les jeux de test que je définirai me confirmeront qu'il n'y a pas de défaut. Donc, la prédiction, si on doit tester un logiciel, c'est-à-dire les données de test pour pouvoir tester notre logiciel, on doit connaître le résultat prévu à l'avance pour pouvoir comparer le résultat obtenu au résultat prévu. Donc, on devrait savoir comment doit réagir notre logiciel. Madame, oui? فهمت مليح l'indépendance. L'indépendance, oui. Alors, l'indépendance veut dire il faut éviter que la personne qui a écrit un programme soit celle qui le teste. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans une équipe, qu'on distingue entre le développeur et le testeur. Si vous avez... Alors, vous pouvez être deux développeurs, disons que vous êtes une équipe réduite. Vous êtes deux personnes à programmer. L'idéal serait que vous avez développé soit testé par l'autre développeur et ce que l'autre développeur a développé soit testé par vous. Pourquoi? Parce que
ça permet d'avoir un regard neuf sur votre code source. Donc, vous êtes déjà biaisé, votre choix de test ou de données de test est déjà biaisé par votre regard sur le programme que vous avez interprété. Donc, pour éviter ce biais, on essaye toujours de s'assurer que celui qui teste un programme n'est pas celui qui l'a développé. C'est bon, c'est clair? Oui, merci. Très bien. Donc, la vérification, donc il faut vérifier attentivement les résultats de chaque test, c'est-à-dire s'assurer qu'on a correctement fait les tests, qu'on a choisi les bonnes données de test, etc. La robustesse. Alors, il ne suffit pas de tester un programme avec des valeurs en entrée qui fonctionnent. Il faut le tester aussi avec des valeurs invalides. Je m'explique. Et c'est là qu'on va tester, que rentrera la partie gestion des exceptions et s'assurer que la gestion des exceptions fonctionne correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends un exemple simple. Écrire un programme qui résout une équation du premier degré. AX plus B égale 0. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux donner en entrée? Je donne A, je donne B et je dois calculer X. C'est ça. X qui est généralement égal à moins B sur A. Maintenant, si je teste ce programme, je vais donner par exemple B égale 4 et A égale 2, je vais avoir un résultat qui est égal à 2. Et si par erreur, je donne la valeur 0 à A, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a la division. Exactement, on aura une division par 0. Et qu'est-ce qui va... Ah, l'exemple, oui. J'ai pris un exemple très simple. L'exemple, c'est écrire un programme qui résout l'équation du premier degré. Donc, l'équation, c'est AX plus B égale 0. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je vais donner en entrée à mon programme? Je lui donne la valeur de A, la valeur de B, et lui, en sortie, il me donne la valeur de X qui est moins B sur A. Jusque-là, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Maintenant, si je donne en entrée A égale 2 et B égale 4, qu'est-ce que j'aurai comme valeur de X? Qu'est-ce que je suis censé obtenir comme valeur de X? Moins 2. Moins 2. Donc, si j'obtiens moins 2, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de défaut dans mon logiciel. Mais si j'obtiens une autre valeur, je peux dire qu'il y a un défaut, il faut que je corrige. Très bien. Maintenant, supposons que je donne la valeur A égale 0 et B égale 3. Qu'est-ce qui se passe? Division par 0. J'ai une division sur 2. Voilà, j'ai une division qui est par 0. Qu'est-ce qui va se passer pour mon application? Une exception. Oui, elle va se planter. L'application va se planter. C'est-à-dire, si je n'ai pas testé, si je n'ai pas exigé que A soit différent de 0, c'est-à-dire si j'ai pas un test du style if A égale 0, voilà ce que je fais. Qui est gérer l'exception. Normalement, l'application va se planter. Donc, les tests de robustesse, c'est de s'assurer que même lorsque j'injecte une valeur qui est invalide, c'est-à-dire qui n'est pas bonne, qui va faire planter l'application, j'imagine que l'utilisateur qui utilise votre application va se tromper. Il peut se tromper et donner une valeur invalide, c'est-à-dire une valeur qui peut faire planter votre application. Je dois m'assurer que mon application fonctionne aussi pour les valeurs invalides. Ça me permettra de m'assurer que j'ai correctement géré les exceptions de mon programme. Parce que justement, les exceptions permettent de s'assurer que même le comportement incorrect
de l'utilisateur ne fait pas planter l'application. Donc, lorsque je teste, je ne teste pas que les cas valides, je teste aussi les cas où l'utilisateur, par inadvertance ou par erreur ou par même exprès, a saisi des valeurs invalides, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent faire planter l'application continue à fonctionner. C'est ce qu'on appelle la robustesse. Notre application, elle est robuste parce que elle supporte les valeurs invalides. C'est bon? Dernier point, c'est la complétude, c'est-à-dire s'assurer qu'on a testé on a répondu à tous les besoins fonctionnels du client et on a testé d'abord pour s'assurer que l'application répond à tous les besoins fonctionnels et non fonctionnels du client. Il faudra s'assurer que on les a tous testés. Une seconde. Alors, on continue. Madame, Alors, il y a oui. dans l'exemple de premier degré, lequel utilisateur a fait entrer un caractère au lieu d'un entier ou la float? Ou qu'est-ce qu'on appelle ce cas? Même chose, c'est une valeur invalide. Ok. C'est une valeur invalide. Maintenant, soit dans votre gestion des exceptions, soit j'ai un message qui s'affiche et qui dit, parce que vous aurez probablement dans votre programme un try, catch avec un parse, c'est-à-dire convertir la valeur saisie qui est une string vers un int ou float ou peu importe. Après, le catch, ça va être d'afficher un message, merci de saisir un réel ou un float où cette valeur n'est pas un réel. Donc ça, c'est une façon de faire. Vous avez d'autres façons de faire, c'est que lorsque l'utilisateur va essayer de saisir une valeur qui n'est pas entière ou réelle, rien ne va s'afficher. C'est-à-dire le système va détecter que ce n'est pas un réel, il ne va pas prendre la saisie en compte. Il va l'ignorer. Il y a plusieurs façons de le régler. L'essentiel, c'est que c'est une valeur invalide. C'est bon? Oui, merci. Alors, maintenant, il y a beaucoup de termes qui reviennent souvent, qui sont vérification et validation. Alors, je commence par la vérification. S'assurer qu'on a bien réalisé le logiciel, absence de défaut, de bug. Donc, la vérification, c'est ce que fait l'équipe, le prestataire, l'éditeur, celui qui a développé le logiciel. Je dois tester le logiciel chez moi pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. D'accord? Donc, la vérification, c'est les tests, les tests, pas seulement les tests, les revues. C'est tout ce qui nous permettra de vérifier que le logiciel ne contient pas de défaut. Une fois que j'ai déployé la solution chez le client procédera à la validation. Donc, la validation, c'est les tests, c'est les mêmes tests, ça peut être les mêmes tests système, que le client va effectuer pour s'assurer que la solution déployée répond à ses besoins. Donc, s'assurer qu'on a réalisé le bon logiciel, que le logiciel qui est déployé chez le client, et il répond aux attentes du client. Donc, s'assurer que la solution respecte le cahier de charge, on appelle ça la recette, les tests de recette. Donc, certains les appellent tests d'acceptation. Donc, en anglais, on utilise le terme User Acceptance Test, abréviation UAT, pour dire User Acceptance Test. En français, on utilise le terme recette. Donc, c'est un test qui est fait par le client, l'utilisateur final, l'utilisateur clé, représentant de l'utilisateur final. Donc, c'est les tests faits par le client qui peuvent être assistés, bien sûr, par nous, si on a développé le logiciel. Donc, le terme vérification, c'est s'assurer que le logiciel est bien réalisé. Il se fait chez nous, avant qu'on déploie la solution. On a
implémenter la solution, on doit procéder à la vérification avant de déployer la solution chez le client. Une fois qu'on s'est assuré, on a fait les tests, on s'est assuré qu'il n'y a pas de défaut. Normalement, pour nous, il n'y a pas de défaut avec les tests qu'on a définis. On va déployer la solution chez le client et lui aussi va procéder à la validation. Ce qui est logique. Imaginez que vous achetez un vêtement. Vous êtes le client, vous allez dans un magasin acheter un vêtement. Vous pouvez voir le vêtement sur la vitrine ou dans la vitrine, mais avant de l'acheter, vous allez l'essayer. Et quand le test, votre essai sera concluant, vous trouvez que le vêtement vous va bien, répond à vos attentes, là, vous allez payer. Même chose, donc la validation donnera lieu à un paiement. Donc la vérification nous permettra de nous assurer en interne que le logiciel répond aux attentes du client. La validation, c'est le test que va faire le client lui-même pour s'assurer que le logiciel répond à ses attentes. D'accord? Et ça peut être les mêmes techniques utilisées pour la vérification et la validation. C'est juste qui fait le test qui change. Alors, pourquoi vous vous rappelez le cycle en V? Donc, on a l'analyse, recueil des besoins et analyse détaillée, que certains aussi appellent spécification. Ensuite, on a la conception architecturale ou préliminaire et la conception détaillée. Ensuite, on a le codage. Ensuite, l'intégration et la validation. Avant la validation, normalement, on a ce qu'on appelle les tests systèmes. Donc ça, c'est le cycle de vie en V. Si vous vous rappelez, le principal inconvénient qu'on a identifié dans le modèle en cascade, c'était le fait que les gens qui définissaient les jeux de test n'étaient pas les plus appropriés pour le faire. Alors déjà, on avait quelque chose qui s'appelait les tests unitaires. Ensuite, on a les tests d'intégration et on a ici les tests systèmes. D'accord, les tests systèmes et la validation qui est la recette. On s'est rendu compte alors on demandait aux programmeurs de définir les tests, tous les tests. Et il s'est avéré que les tests définis par les programmeurs n'étaient pas pertinents, ne permettaient pas d'identifier les défauts. Pourquoi? Parce que le développeur ne connaît pas tous les besoins du client. Il n'a pas une vision globale sur le cahier de charge, les attentes du client et les besoins exprimés par le client. Il n'a pas une vision sur l'architecture ou la conception architecturale de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, on est passé du modèle en cascade au modèle en V en modifiant qui doit définir les jeux de test. Donc, au départ, ou alors je peux garder le même slide, au départ, on a le business analyst, par exemple, qui définit les besoins, qui recueille les besoins du client, qui a une idée une meilleure idée en tous les cas, sur les besoins exprimés par les clients et les attentes du client. Donc, c'est lui qui a le plus d'aptitude pour définir les tests systèmes ou les tests de bout en bout de la solution. C'est-à-dire définir les scénarios de test pour chaque besoin, de dire voilà les étapes. D'abord, voilà les besoins qu'il faut tester et voilà comment il faut tester chaque besoin. Voilà parce que je connais les attentes du client par rapport à ses besoins. Donc, c'est le business analyst qui va définir, pas exécuter, définir les jeux de test système. Donc, c'est les jeux de test où je prends la solution finalisée et je fais mes tests de bout en bout. J'ai plus accès au code source, j'ai toute la solution déployée, complète et je teste. C'est-à-dire, je simule les tests de validation du client. Ou si vous voulez, je simule la recette du client, je la fais d'abord à mon niveau, je m'assure que tout va bien. Même chose pour les tests d'intégration. Les tests d'intégration, leur objectif est de s'assurer que les modules ou les composants qu'on a définis
les dépendances entre les modules fonctionnent correctement. Donc, qui peut les définir? L'architecte, celui qui va faire notre conception préliminaire ou conception architecturale, c'est lui qui a une meilleure vision sur la solution, les composants de la solution, les modules de la solution, les dépendances entre les modules de la solution. Donc, il est le plus à même à définir les tests d'intégration. Ensuite, lors de la conception détaillée, on peut définir même chose. Celui qui a fait la conception détaillée, c'est exactement ce qu'on connaît exactement la spécification de chaque fonctionnalité pour permettre de définir les tests unitaires. Après, donc, si je reprends le cycle, on commence par faire le recueil des besoins fonctionnels, le recueil des besoins tout court parce qu'il y a des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la définition des tests systèmes, la conception architecturale, la définition des tests d'intégration, la conception détaillée, la définition des tests d'intégration, le codage. Ensuite, on commence à exécuter les tests qui ont été définis. Donc, on va exécuter les tests unitaires. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de défaut, qu'on a terminé les tests unitaires, on passe aux tests d'intégration qui ont déjà été définis. On les exécute. On termine les tests d'intégration quand on ne détecte plus de défauts. On passe aux tests système qui ont été définis dans la phase de recueil des besoins. Donc, si je regarde ici, on vous dit, j'ai le problème, l'analyse des besoins. Donc, à partir de la définition des besoins, on définit les tests systèmes. Ensuite, on fait la conception architecturale. Donc, ici, dans la définition des besoins, c'est le business analyst qui fait ce travail et c'est à lui de définir le plan de test ou le scénario de test système. Les tests systèmes, c'est les tests que je fais pour la solution dans sa globalité. Une fois qu'elle a complètement été implémentée, j'ai un exécutable et je dois tester cet exécutable. L'architecte va définir les tests d'intégration et la personne chargée de la conception détaillée va définir les tests unitaires. On écrit le programme, on exécute les tests unitaires, on exécute les tests d'intégration, on exécute les tests système, on décide de déployer la solution chez le client et là, on va faire la recette. Il va se faire dans l'environnement réel ou de test. D'ailleurs, on peut le faire sur l'environnement. Généralement, le client va vous demander de déployer, le client va avoir minimum 2 environnements qu'on appellera environnement de test et environnement de production. Donc, on va tester dans l'environnement de test et si on n'a plus de défauts, etc., on va déployer la solution dans l'environnement de production pour pouvoir commencer à l'utiliser. Pourquoi 2 environnements? Parce que dans le courant du projet, de l'utilisation ou de l'exploitation du logiciel chez le client, il peut vous exprimer, il peut identifier des bugs, il peut vous exprimer des changements. On ne peut pas directement les appliquer sur l'environnement réel d'utilisation qu'on appelle environnement de production. Donc, on va implémenter les modifications ou les corrections et les tester dans l'environnement de test. Et si le client voit que ça a été correctement fait, on va le déployer dans l'environnement réel. On ne peut pas se permettre de jouer avec l'environnement de production parce que l'arrêt du système de production peut causer des pertes humaines, financières pour le client. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous permettra de définir les types de tests qui sont les tests unitaires, validation d'un module indépendamment des autres, valider intensivement. Oui? Désolé. Madame, le programme ou le développeur d'un logiciel, قبل ما يمد la solution, avant le déploiement de la solution, est-ce que لازم يكون sûr باللي مش حيكون كاين des erreurs؟ يعني le client Oui, mais alors, c'est pas parce qu'on a testé, il n'y a pas que le développeur, hein, c'est-à-dire ça peut être, mais c'est pas parce qu'on a testé, on a fait la vérification, c'est-à-dire on a testé chez nous et on n'a pas trouvé de défaut qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça dépendra de vos jeux de test. Les jeux de test que vous avez utilisés vous permettront d'identifier un grand nombre de défauts, mais certainement pas tous. Ça veut dire que même en déployant la solution chez le client,
vous savez qu'il peut y avoir des défauts. Maintenant, vous êtes sérieux, pas sérieux. Si le nombre de défauts est important, bien sûr que vous avez bâclé votre travail de test et de développement. Si le nombre de défauts n'est pas important, c'est bon. Donc, le client, lui aussi, ne va pas appliquer les mêmes tests que vous avez appliqués. Il va appliquer ses propres tests. Et maîtrisant mieux ses besoins fonctionnels, il a plus de possibilités de trouver des défauts que vous n'avez pas trouvés. Donc, j'essaierai de déployer une solution zéro bug chez le client, mais parce que c'est tout ce que j'ai trouvé, pas parce que j'ai trouvé des défauts, j'ai décidé de les laisser. D'accord? Donc, moi, quand je vais faire les tests chez moi, les tests système, c'est-à-dire, je suis en train de simuler les tests d'acceptation faits par le client. Et après, il y a plusieurs contraintes. Si j'ai des délais que je dois respecter, peut-être que je serai amenée à déployer une solution qui contient des défauts. Mais si, par exemple, j'ai bien estimé le temps des tests et que je ne suis pas en retard, etc., quand je ferai mes tests, je sortirai de cette phase de test système lorsque il y a zéro bug. Que ça soit, je quitte les tests unitaires pour passer au test d'intégration parce qu'il y a zéro bug unitaire, je passe de l'intégration au système parce qu'il y a zéro bug intégration et je déploie, ça c'est la théorie, normalement, et je déploie chez le client parce qu'il y a zéro bug système. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug. On avait dit que le test c'est une technique de vérification partielle. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de bug, tant mieux pour nous, mais on ne peut pas garantir avec ces techniques de test qu'il n'y a pas de bug. Et lorsque je vais déployer la solution chez le client, il ne va pas me croire sur parole. Lui aussi va faire les tests de validation ou l'UAT ou la recette et trouver des défauts. Il peut ne pas trouver. Bon, c'est très, très rare. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais il faudra corriger les défauts, d'abord identifier la cause et les corriger. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, mais j'ai une autre question. Allez-y. Madame, ça dit qu'un par exemple, un programme d'un avion ou bien d'un fusée. احنا كيما نعرفوش زعما باغ اكزومبل هذاك البروبليم ونمدوا له كيفاش واحد يسي زعما هذيك لافيون في السماء بعد اذا طاحت ولا زعما هذيك لي فيزي اذا ما جابش تماك معليش يدير سو كاين لازم يكونوا دي تيست نكونوا 100% كي انت قلتي لي معليش قادر يكونوا دي زيرور ما نكونوش فقنا لهم حيث يقلهم الكليون عنده مي كي يكونوا دي بروبليم كيما هذوما كيفاش حيكونوا لي تيست تاعهم. Alors, la stratégie un des facteurs qui permet de définir la stratégie de test, c'est la criticité du test. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je parlais en général. C'est quelque chose après qu'on peut définir avec un client parce que lorsque je suis avec je ne traite pas, c'est-à-dire les tests, les objectifs des tests dépendent du type de logiciel. Dans le cas d'un logiciel, on va dire pas critique. On va commencer par le cas simple. Un logiciel pas critique, il me permet par exemple, qu'est-ce que j'appelle un logiciel pas critique? Le risque d'erreur, l'impact du risque d'erreur n'est pas important. C'est-à-dire que s'il y a une erreur dans mon logiciel, il y aura peut-être une petite perte de temps, une petite perte financière, sans plus. D'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Donc, pour ce genre de logiciel, et le client et le prestataire, ils envisageront, c'est-à-dire le client, il est déjà préparé au fait que la solution qu'on va déployer chez lui peut contenir des défauts et il va agir en conséquence. Maintenant, pour les logiciels critiques, et le client et l'éditeur ou l'équipe de développement sont conscients qu'on ne peut pas se permettre des défauts. Donc, on va choisir d'abord des techniques, comment dirais-je, des techniques de test beaucoup plus formelles, beaucoup plus strictes, et les temps de test vont être beaucoup plus importants, et le coût des tests va être beaucoup plus important, d'accord? Et on avait dit, on simule dans un environnement de test,
Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on a un environnement de simulation de notre logiciel. Je ne vais pas le mettre sur une véritable fusée, mais peut-être une application qui simule une fusée. Donc, le budget, l'effort, les techniques de test utilisées ne sont pas les mêmes quand on a un logiciel critique et quand on a un logiciel moins critique. Donc, un des facteurs qui va définir notre stratégie de test, ça va être la criticité d'un logiciel. J'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, on avait dit, on a les tests unitaires. Donc, les unités sont-elles suffisamment spécifiées? Le code est illisible, maintenable, etc. Donc, on vous dit dans les langages procédural, l'unité de test, c'est la procédure, c'est-à-dire que je teste fonction par fonction. Dans le contexte de l'orienté objet, l'unité de test est la classe, avec ses attributs et ses méthodes. Donc, un test unitaire, dans les tests unitaires, quand je fais de la programmation procédurale, donc, je testerai toutes les fonctions. Chaque fonction est une unité. Pour le contexte orienté objet, chaque classe est une unité et je coucherai mes classes. D'accord? Les tests d'intégration, donc, puisque j'ai défini des dépendances entre mes modules ou si je descends au niveau classe entre mes classes, je m'assure que les modules ou les classes qui travaillent ensemble fonctionnent correctement. Donc, vous vous rappelez, on en avait parlé quand on avait fait, dans les découpages en catégories, on avait dit qu'il fallait éviter les cycles. Pourquoi? Parce que j'avais fait, brièvement, j'en avais discuté pour dire que les tests d'intégration s'assurent que nos relations, c'est-à-dire nos modules, puisque la dépendance veut dire que ce module a besoin de ce module a besoin de ces deux modules, et ainsi de suite. Donc, il fallait éviter les cycles. Donc, le cas simple, on vous dit, il n'y a pas de cycle dans les dépendances entre les modules, donc les tests d'intégration sont faciles à définir. Quand il y a un cycle, donc on va essayer, donc les dépendances forment un arbre et on peut intégrer simplement de bas en haut. Par contre, quand il y a des cycles, on vous dit il faut définir des règles de base. Une heuristique, c'est une règle de base pour trouver un ordre d'intégration, c'est-à-dire éliminer par exemple une dépendance comme hypothèse de départ pour pouvoir avoir un arbre, pour pouvoir faire les tests d'intégration. Malheureusement, notre module GL3 s'intéresse principalement aux tests unitaires. Donc, on ne va pas voir les tests d'intégration, ni les tests système d'ailleurs, dans le cadre de ce module, et à ma connaissance, dans aucun autre module dans votre cursus, quel que soit le master que vous faites à l'USTHP. Alors, les tests système, c'est vérifier la globalité du système. C'est-à-dire qu'en interne déjà, on va prendre la solution complète où j'ai l'exécutable déjà. La solution, elle est complète et et on va exécuter des scénarios de test et s'assurer que la solution répond aux attentes du client. Donc là, ça devrait ressembler au test que le client va faire parce que lui aussi n'aura pas accès au code source, il aura le système ou la solution dans sa globalité déployée, il va prendre ses besoins, il a son cahier de recettes. Le cahier de recettes, il contient les scénarios de test pour chaque besoin exprimé et ça nous permettra de s'assurer que la solution dans son ensemble répond aux attentes du client. Le test de non-régression, donc j'avais expliqué tout à l'heure, donc consiste à vérifier que des modifications apportées au logiciel n'ont pas introduit de nouveaux défauts. Donc, vérifier que ce qui marchait avant marche encore. Donc, les tests de régression, on les fait donc dans la phase de maintenance, après refactoring, ajout, suppression de fonctionnalités, ou même après la correction d'un défaut. Si vous avez implémenté, le client a trouvé, par exemple, un défaut, vous l'avez corrigé, vous devez refaire des tests de régression pour vous assurer, puisque vous avez la correction a touché le code source déjà existant, donc vérifiez que vous n'avez pas créé de nouveaux
bug. C'est ce qu'on appelle les tests de non-régression. En résumé, donc pour les tests, ceci termine notre chapitre. C'est pour ça que j'ai continué. Il reste pas. Je prends encore 5 minutes de votre temps, même si le temps est terminé. En résumé, donc, pour les tests, on doit définir ce qu'on doit tester, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels, les techniques à utiliser pour les tests structurels et les tests non structurels, et définir les tests unitaires, modules, intégration, système. Donc, il ne suffit pas de définir des jeux de tests, on doit définir d'abord des jeux de tests pour les besoins fonctionnels et non fonctionnels. On doit définir les techniques utilisées pour les tests structurels et les tests non fonctionnels, pardon. Et on a 4 niveaux de tests à définir, les tests unitaires, modules, intégration et système. Voilà. Bien sûr, puisque les tests unitaires, on a accès au code source et les tests d'intégration. Donc, une bonne partie va être des tests structurels plus tests fonctionnels. Alors que le test système, puisqu'on n'a pas accès au code source, ne va être que des tests fonctionnels. Donc, ceci termine normalement notre cours sur l'introduction aux tests. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose sur le chat. Non. Non. Donc, si vous n'avez pas de questions. شحال من chapitre dans ce module? Je reviens au plan du cours. On a 5 chapitres. Oui, une boucle. Une seconde, je ne sais pas pourquoi c'est en train de boucler au lieu d'aller. Attendez. Je vais prendre une en arrière. Voilà, le plan du cours. Il y a 5 chapitres. D'autres questions? Madame, Non. madame, Oui? Oui, je vous concernant entends. l'examen de remplacement, أنا ما جاوبتش l'examen. على Examen de l'examen de remplacement. Oui. S2. Après le semestre. Ah, je pense que je l'ai répété assez souvent en cours, S1, pour dire ça va être la période des examens, voire la période des rattrapages. فهمت تما كنكملوا الاس 2 مع فاطمه. Exactement. Si votre D'accord. demande d'examen de remplacement est jugée valable, donc ça va être probablement. Oui. تما لازم دوك المحل ادمينستراسيون مش فيمدوا لي لا فاليداسيون سي صا. Il y a une procédure. D'abord, vous devez déposer votre justificatif 48 heures après l'examen. Et ensuite, l'administration décidera que si c'est valide ou pas. انا ما حطيتهاش après 88 heures ومازال ما حطيتهاش. Tant pis. En tous les cas, j'ai pas encore terminé la correction de l'examen. Donc, l'examen de remplacement, ça, c'est bien après. انا ماشي ثقت بلي حطوا بلي لو 15 فيفري خلاص لابيرو تاع لي سيزي Vous n'êtes pas concerné. Les gens qui, vous n'êtes pas concernés par ça. Parce que j'aurais pas, déjà que c'est très compliqué de terminer dans les délais. Donc, l'examen de remplacement, on a le temps de le faire bien après. D'accord. سما دوك لازم واحد يدير لا فاليداسيون من ادمينستراسيون سي صا. Non, vous avez déposé votre demande. ما حطيتهاش بعد Vous avez كتغلب. Vous me l'avez envoyé à moi 48 heures après l'examen. Oui, انا بعثها لك هذاك لو ميم جور. اذا في ايميل. Eh ben, il faut voir après avec l'administration. Mais même si on vous valide, je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. D'accord, معليش. Juste pour savoir, là. Très bien, d'accord. D'autres questions?
La moyenne du module, la moyenne de l'examen. On n'a pas pu faire le 1CC ou l'examen de TP. On n'a pas pu les planifier. Ma question, c'était y a-t-il des questions sur le cours? Allô? Pas de questions? D'accord, on arrête ici. Merci pour votre attention. Donc, je demanderai à l'assistante de TP de vous contacter pour commencer la semaine prochaine. Nous, on ne peut pas commencer le TD. Il nous faut d'abord au moins un cours sur les tests structurels pour pouvoir lancer le TD. Donc, après, je ne sais pas, j'espère que je pourrai me déplacer à l'USTHB et faire le cours de la semaine prochaine sur site. Sinon, on devra la faire aussi en ligne pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. D'accord? Merci pour votre attention. Au revoir.